l'histoire de l'homme qui a vendu sa peau, c'est l'histoire très peu commune d'un réfugié qui, pour avoir des papiers, pour arriver en Europe, pour avoir le fameux visa Schengen, se transforme en œuvre d'art. Au fait, ils acceptent la proposition d'un artiste contemporain de devenir son œuvre d'art, de lui faire ce tatouage, de lui tatouer ce même visa qu'il cherche, qu'il désire, sur le dos et devenir son œuvre. Et du point de vue et de l'artiste et du réfugié, on a ce genre de deal faustien très déséquilibré, parce que l'artiste, il fait son travail, il est dans la recherche conceptuelle, il cherche la provocation, il veut questionner le marché de l'art, alors que le réfugié, ses problématiques sont des problématiques de survie, sont différentes. Donc il ne jouit pas du même statut que l'artiste. Donc cette rencontre à la base m'a semblé très intéressante pour explorer toutes ces thématiques de dominant-dominé, de fort-faible, et surtout pour parler de la liberté et la notion de la liberté, parce qu'on peut imaginer que l'artiste jouit d'une très grande liberté, mais en même temps être réfugié, c'est le summum de la liberté, puisqu'on n'appartient à aucun système, et le système qui nous régule ne veut pas de nous. Donc on est dans une forme de non-loi, de liberté sauvage. Donc voilà, toutes ces choses m'ont séduite pour explorer ce thème de la liberté à travers ce deal faustien qui est assez incroyable et qui est effectivement inspiré du travail de Wim Delvoye, que je ne trouve pas cynique, mais que je trouve provocateur. Et là, il y a une très grande différence entre cynique et provocateur. Oui, en fait, on croit, je ne sais pas pourquoi, que les choses sont très différentes d'un pays à l'autre. C'est très différent. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est la même chose partout. Les différences de classe, les différences de pouvoir, ça existe au sein d'une seule famille. Donc, que dire d'un pays très riche avec plusieurs cultures et plusieurs religions et plusieurs identités, c'est tout à fait normal. Donc, ce que rencontre Sam finalement dans son pays n'est pas très différent, proportionnellement parlant, de ce qu'il rencontre en dehors de son pays. En tout cas, il y a une idée principale, c'est que cet homme-là ne possède rien sauf son corps. Et même son corps, on lui interdit sa possession. Parce qu'au début du film, quand il est en Syrie, il est en prison. Il est tout de suite mis en prison. Donc il y a là le côté carcéral où on te dépossède de ta liberté, en tout cas physique, ou de ton corps. Et quand il sort vers le monde libre, on essaie de posséder son corps autrement. Donc il y a cette idée de même la seule chose qui devrait t'appartenir, qui est ton corps, non, tu peux pas jouir de ton corps. Ah ouais, c'est la première fois qu'on me dit ça. Au fait, pour ce film, mes influences venaient plus de l'art classique, de la Renaissance, des artistes 17e, de Caravaggio, de tous ces artistes-là qui ont beaucoup peint le corps masculin. Et comme je savais qu'au centre de ce film, il y avait un corps, il y a un corps, celui d'un homme, je dirais que ma première source d'inspiration, c'était le Christ, les tableaux, parce que c'est le corps le plus peint dans l'art occidental. Donc c'est l'une de mes influences majeures, oui. Non. Non, au fait, je ne fais pas des films pour passer des messages, sinon j'enverrai un SMS, c'est plus simple. Non, ce n'est pas une question de message. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une question de trajectoire, de vécu. C'est-à-dire, pour moi, la chose la plus importante, c'est de regarder ce film et de comprendre ce personnage.
Et c'est-à-dire après avoir vu ce film, on ne regarde pas un réfugié de la même manière, on ne le réduit pas à la dimension étiquette réfugié. On essaie de comprendre que c'est un être humain complexe et multidimensionnel, ce qu'il est. Mais à cause des médias et des peurs et des phobies, tout ça, on a tendance à réduire les gens dans une case, une seule dimension, et ça les rend moins humains, en tout cas ça les déshumanise. Un peu, voilà, comme Sam devenant un objet. Et l'idée, c'est de montrer que derrière l'objet, l'étiquette, la case réfugié, il y a une histoire compliquée et complexe, une histoire d'un être humain comme vous et moi, et c'est une invitation à l'empathie. C'est pas aléatoire parce que c'est une construction humaine, c'est des conventions, c'est des histoires qu'on s'est racontées, on a mis des lois, on s'est réunis, on s'est dit on va faire tel document, tel. Tout ça, c'est de l'architecture humaine qui est née de l'histoire, des rapports de force, des pouvoirs, des négociations. Donc c'est l'être humain dans toute sa splendeur. Donc c'est pas quelque chose de spontané. Mais on le perçoit et on le voit comme quelque chose de naturel. C'est l'ordre des choses. Alors que ça n'est pas, ça peut changer. Il y a, je ne sais pas, 30 ans, il n'y avait pas de visa pour plein de pays arabes. En Tunisie, on pouvait prendre le bateau et arriver à Marseille. Donc ce n'est pas l'ordre des choses et ce n'est pas quelque chose de naturel et normal comme on pourrait l'imaginer. Après, c'est vrai qu'on ne choisit pas où on est, où est-ce qu'on va naître. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas, c'est-à-dire si on avait le choix dès la naissance, chacun choisirait ce qu'il voudrait. Mais on se retrouve là. Voilà, ça c'est la charge de l'existence, c'est le fardeau de l'existence. Paf, on est là, voilà, on a ce nom, on a cet héritage, il faut en faire quelque chose. Il se trouve qu'on se retrouve dans un contexte historique qui nous est favorable ou défavorable. Donc quand le contexte historique nous est favorable, on fait partie des puissants, on fait partie des privilégiés. C'est pourquoi avoir conscience de ces privilèges, on ne le répétera pas assez, mais c'est très important de se dire que ce n'est pas l'ordre des choses, c'est des privilèges. Je suis privilégié et celui-là n'est pas privilégié. Donc il y a le contexte qui prépare déjà cette situation-là. Donc quand Sam rencontre Jeffrey, il lui dit tu fais partie des gens qui sont nés du bon côté du monde, il lui dit je ne vais pas m'en plaindre. Voilà. C'est la seule formule. Si on veut faire des films un peu ambitieux, c'est la seule formule, parce qu'on ne peut pas avoir... par exemple, les réalisateurs français peuvent avoir du 100% financement français pour un film ambitieux. Quand on est réalisateur arabe, il faut faire de la coproduction pour avoir plus d'argent. Et c'est des sommes, petites sommes par-ci, par-là, qui viennent avec leurs contraintes, parce qu'on ne donne pas l'argent comme ça. Les contraintes, c'est dépenser cet argent dans notre région, c'est travailler avec des techniciens de cette région. Et donc c'est presque la seule formule pour pouvoir faire des films ambitieux. Mais c'est aussi une formule que j'ai essayé de mettre à profit de mon travail, puisque je n'ai pas vraiment le choix, puisque la Tunisie ne peut pas financer entièrement un film à grand budget. Heureusement, on a des subventions, mais c'est des sommes qui aident, mais qui ne peuvent pas être tout le budget. Bref, donc j'ai essayé d'utiliser cette contrainte comme un avantage dans mon travail. Je choisis des techniciens très différents. C'est vrai qu'ils viennent de plusieurs horizons, mais cet échange crée une richesse. Dans mon film, par exemple, L'homme qui a vendu sa peau, on avait besoin, ses regards multiples, ses contributions, ses sensibilités. J'espère, en tout cas,
comment dire, moi, sincèrement, en tant que cinéaste, j'essaie de sortir de ce dilemme de dire qu'est-ce que les Occidentaux pensent de nous. Je déteste être dans cette posture sur la défensive. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas une posture saine pour la création. C'est-à-dire, on doit passer par le regard de l'autre pour sculpter nos histoires. C'est-à-dire, c'est une forme de, comment dire, j'allais dire de colonialisme à l'envers. Moi, j'ai envie de regarder les choses avec mon regard, qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, je n'ai pas envie de m'imposer que va penser de moi l'autre. Parce que pour moi, c'est un mauvais départ qui part d'un complexe d'infériorité que je n'ai pas envie de traîner avec moi, et je sais que ça va. C'est comme la censure, c'est une autre forme de censure. Et finalement, je pense que vous avez un projet sur la Libye. Oui, pas exactement sur la Libye, je travaille sur un documentaire sur une femme qui a 4 filles, dont les 2 aînées ont rejoint Daesh en Libye en 2015-2016. Je vous remercie beaucoup et j'espère vous voir bientôt encore une fois à Madrid et à la Casa de la Vie. Merci beaucoup.